Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette première conférence de l'après-midi, de la première journée du Paris-Saclay Summit. Bon, le climat, ça ne va pas très bien, hein. Jusqu'à là, je ne vous apprends rien. Et du coup, l'humanité s'est dit, et tiens, si on allait un peu bricoler du côté des pôles, là où tout le monde a un avis, mais où personne ne va réellement jamais, rajouter de la glace et bloquer le soleil, eh ben, ça pourrait peut-être sauver la planète. Alors, est-ce une idée de génie ou une catastrophe annoncée? Pour en débattre avec nous, Valérie Masson-Delmotte, climatologue, directrice de recherche au CEA, membre du Haut Conseil pour le climat et membre de l'Académie des sciences, interviewée par Guéric Poncet, journaliste au Point. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Merci Valérie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors, la géo-ingénierie polaire, déjà, c'est une expression un peu complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière? Alors l'idée en fait c'est compte tenu des risques liés au changement climatique qui est notamment amplifié autour de l'Arctique, avec des conséquences importantes pour les populations locales, des conséquences qui peuvent être irréversibles sur la perte d'écosystèmes fragiles, hein. Vous pensez aux oiseaux, aux mammifères marins, des enjeux par rapport aux pêcheries, des enjeux par rapport aux infrastructures, par exemple de transport polaire, et des répercussions planétaires. Et donc je vais juste développer un tout petit peu ces enjeux à grande échelle. Ce qui se passe dans les régions polaires a des effets locaux, mais n'y reste pas confiné. Et donc, ça peut affecter, par exemple, par le dégel des sols gelés, le carbone qui y est stocké, avec une incertitude sur ce que ça peut rejeter comme gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc des enjeux sur le climat planétaire. Et puis, deuxième exemple, ce qui se passe du côté du Groenland et de l'Antarctique, aujourd'hui contribue déjà à la montée du niveau des mers qui accélère. Et si on atteint certaines instabilités d'écoulement qui sont possibles, c'est un enjeu majeur, hein, l'accélération de la montée du niveau de la mer pour tous les littoraux du monde. Donc voilà, ce qui se passe dans les régions polaires est un enjeu majeur localement et globalement. Et face à ce défi, ce que mes collègues glaciologues, climatologues et moi avons vu émerger, c'est en fait des sollicitations auprès d'investisseurs pour financer des projets visant à délibérément déployer des technologies dans ces régions polaires pour essayer de contrer les effets du changement climatique. Alors je vais donner quelques exemples. Une première idée, c'était par exemple d'asperger la glace de mer, vous savez, la banquise, hein, l'eau de mer qui congèle en hiver et puis qui fond un peu en été. Donc c'était d'asperger, de recouvrir cette glace de mer de petites billes qui augmenteraient son effet miroir pour essayer d'avoir un effet refroidissant un peu plus prononcé. Ou une deuxième idée, c'est déployer des engins qui, en pompant et en pulvérisant l'eau de mer, permettrait de la congeler et donc d'épaissir de la glace de mer. Une troisième idée, c'est un peu comme on met des sortes de murailles, des sortes de rideaux qui se déploient pour protéger Venise de la montée du niveau de la mer, déployer des rideaux sous-marins autour de certains secteurs de l'Antarctique pour empêcher les eaux de mer chaudes d'aller faire fondre les parties flottantes de la glace. Ou bien quand l'eau de fonte à la surface du Groenland ou de l'Antarctique percole et ruisselle et accélère le glissement de la glace, aller la pomper, forer, puis aller la pomper et la remettre en surface. Ou bien la dernière idée, c'est altérer le fonctionnement de l'océan polaire en ajoutant du fer pour essayer de doper sa capacité à stocker du carbone. Ou enfin, délibérément, injecter dans la haute atmosphère des particules qui renforceraient l'effet parasol et empêcherait en fait le réchauffement de ces régions polaires. Et donc, on a vraiment observé depuis quelques années, y compris lors des COP, des négociations climat, un certain nombre d'acteurs privés, avec des partenariats parfois avec des universités, qui font miroiter la possibilité de contrer les conséquences du réchauffement dans les régions polaires par ce type d'approche. Et cela alors que les pôles, et notamment l'Arctique, sont les régions qui se réchauffent le plus vite. D'ailleurs, on peut peut-être profiter pour faire un rapide état des lieux de l'état du changement climatique aujourd'hui et de l'état de l'accélération du réchauffement des pôles. Oui, alors si on prend l'état du climat à l'échelle planétaire, donc la dernière évaluation approfondie, c'était les rapports du GIEC de 2021-2023, et puis on les réactualise tous les ans en utilisant les mêmes jeux de données d'observation et les mêmes méthodes. Et donc, si on regarde l'évolution de la température au niveau planétaire, à la surface des continents et de l'océan, on voit un réchauffement qui s'est poursuivi depuis 10 ans à un rythme encore plus rapide,
Un réchauffement, si on va jusque les derniers 10 ans, qui est de l'ordre de 1,2 degré, un peu plus d'1,2 degré par rapport au climat pré-industriel, et qui est intégralement la conséquence des activités humaines, avec 2 facteurs qui jouent dans le sens du réchauffement sur les derniers 10 ans. Donc les émissions de gaz à effet de serre mondiales qui continuent à augmenter, moins vite pour les émissions de CO2 sur les derniers 10 ans par rapport à avant, mais elles continuent à augmenter. Donc on continue à augmenter le niveau dans l'atmosphère de gaz qui piège la chaleur de la Terre. Et puis deuxième facteur, on a fait des progrès de politique publique pour améliorer la qualité de l'air, en évitant de rejeter des particules de pollution qui sont toxiques pour notre santé, et qui, lorsqu'on les met dans l'atmosphère, ils restent peu de temps, et on a un effet globalement parasol, un effet légèrement refroidissant. Donc quand en fait on arrête d'émettre ces particules, eh bien on perd assez vite cet effet parasol, et du coup ça augmente l'ampleur du réchauffement. Voilà, donc au niveau planétaire, on a ce réchauffement qui se poursuit. Il est plus marqué au-dessus des continents qu'au-dessus de l'océan, et dans la région arctique notamment, on a un ensemble de facteurs amplificateurs liés par exemple au recul de l'enneigement, de l'extension de glace de mer. Donc on perd l'effet miroir, on accumule plus de chaleur en surface. Au fait aussi que c'est une région très froide, donc quand l'atmosphère s'y réchauffe, elle peut contenir plus de vapeur d'eau. Il y a la présence de nuages qui peuvent avoir un effet amplificateur. Et c'est ce qui façonne un réchauffement qui peut être jusque 4 fois plus rapide dans la région arctique que la moyenne planétaire. Et ça entraîne un ensemble de bouleversements. Et est-ce que c'est pour cette raison qu'on se dit c'est le bon laboratoire pour tester des méthodes de géo-ingénierie ? Alors, je ne crois pas que le mot aujourd'hui, ou l'idée, ce soit de tester. Je pense que dans le contexte actuel, compliqué par rapport à l'action pour le climat, pour certains, c'est perçu comme explorer d'autres pistes. Donc, très ancré dans une vision de l'humanité capable de déployer des technologies, de l'innovation pour essayer de maîtriser des risques naturels. Je crois que c'est vraiment très ancré dans cette vision-là. Je pense aussi qu'il y a en fait une forme d'opportunisme de certains acteurs qui voient bien qu'il y a beaucoup de financements disponibles, de donateurs, d'investisseurs, et qui font émerger des projets, pas du tout pour les tester nécessairement dans les régions polaires, mais pour travailler sur le déploiement de ces idées, voire avoir quelques démonstrateurs. Donc on peut, par exemple, dans une petite communauté au Canada, aller déployer une sorte de machine qui prélève l'eau de mer, la pulvérise en hiver au-dessus de localement la glace de mer, et puis peut l'épaissir sur une échelle d'espace qui va être de l'ordre de 10 mètres carrés. Donc c'est ce type de choses que l'on voit actuellement. Sur la fertilisation de l'océan par le fer, alors c'est une idée qui est assez ancienne. L'idée, c'est qu'en fait, sur nos rejets de CO2 dans l'atmosphère, on a une partie qui est naturellement reprise par la végétation et l'océan. Et donc l'idée, c'est d'aller renforcer ce puits de carbone naturel marin qui est parfois contraint. Par exemple, si il n'y a pas de fer, pas suffisamment de fer, c'est un frein pour la formation en fait du plancton et la photosynthèse associée, qui est la première brique en fait du prélèvement de CO2 par le côté vivant océanique. Et là, par contre, il y a eu quelques tests qui ont été faits, notamment du côté de l'océan austral, qui pèse lourd dans le système, et qui ont montré que ça ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des effets indésirables et au final, parfois, plus d'émissions nettes de composés qui réchauffent que ce qui était attendu. Alors, je comprends que la plupart des projets semblent un peu hasardeux. Est-ce qu'il y a des choses qui, malgré tout, vous paraissent prometteuses ? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini, donc c'est un article qui a été publié dans une revue qui s'appelle Frontiers in Science en septembre 2025. Et ce qu'on a choisi, c'est déployer quasiment une approche d'ingénieur, c'est-à-dire prendre ces idées et définir un ensemble de critères de faisabilité en essayant de définir ce que pourrait être une approche responsable. Donc d'abord, quel est le potentiel technique ? Ensuite, à quelle vitesse on pourrait le déployer ? Qu'est-ce que ça demanderait comme infrastructure ? Donc la faisabilité, pas uniquement technique, mais économique, en termes d'infrastructure. On a également posé la question des effets indésirables, notamment sur les écosystèmes ou à distance. Et on a également évalué les questions de gouvernance, parce que les régions polaires font l'objet de cadres spécifiques. Le traité de l'Antarctique, qui en fait une terre de coopération, de paix et de sciences, un enjeu à le conserver, et par contre très différent du côté de l'Arctique, puisque chaque pays riverain de l'Arctique revendique ses eaux territoriales, avec des tensions croissantes liées d'ailleurs au recul de la glace de mer.
On le sait du côté du Groenland, hein, voilà. Et donc, c'est aussi des endroits qui sont importants pour les pêcheries, qui se déploient du côté de l'Antarctique comme du côté de l'Arctique, et donc qui vont tirer parti des ressources marines pour des nutriments, des protéines, avec vraiment des enjeux importants. Et donc on a construit ce cadre et on a passé en revue les différentes approches. Et je vais donner un exemple, le fait de disperser des petites billes à base de silice en fait, hein, sur la glace de mer. On a juste en fait passé en revue les connaissances en termes d'écotoxicologie. Et on a montré que cette substance, si on la dissémine à grande échelle sur de la glace de mer, elle va modifier en fait les matières présentes dans l'eau de mer, avec des risques en fait d'accumulation et de perturbation sur les écosystèmes en dessous de la glace de mer. Et d'ailleurs, le projet qui était associé à cette idée-là a été retiré de la recherche de financement, du fait de l'identification de ce risque toxicologique local direct. Et justement, alors sur les opportunités que certains pays voient dans l'Arctique, est-ce que l'ouverture prévue des routes commerciales dans l'Arctique fait que certains acteurs espèrent justement que ça va se réchauffer plus vite ou misent dessus ? Alors en fait, partout, le changement climatique et ses conséquences, ça présente parfois des opportunités, puis globalement, en fait, des effets indésirables et des risques. Donc du côté de l'Arctique, il y a eu, c'est vrai, à plusieurs reprises, certains pays, je pense notamment à la Russie ou au Canada, qui à un moment donné se sont dit ce climat qui se réchauffe, c'est une opportunité, par exemple, avec l'ouverture de nouvelles routes maritimes ou bien de nouveaux territoires qui seront plus faciles à explorer pour des ressources minières ou fossiles. Mais quand on regarde l'ensemble des conséquences, on a, par exemple, des bouleversements avec le dégel des sols gelés qui touchent les infrastructures, l'érosion le long des cours d'eau, le littoral. On a également, du côté de l'Arctique, un cycle de l'eau plus intense, plus variable, avec une augmentation d'inondations, mais aussi de conditions très sèches associées à des incendies de forêt à grande échelle. Donc on voit en fait que c'est un mélange très complexe, avec des risques extrêmement importants, hein, je le rappelle, pour des écosystèmes fragiles. Et donc on a en fait tout un ensemble d'ambiguïtés par rapport à ce sujet-là. Actuellement, par exemple, l'administration américaine, Trump-Vance, qui porte un projet qui s'appelle le projet 2025, c'est vraiment intéressant parce que c'est un projet ancré dans le déni climatique, donc qui va avec une destruction de tout le cadre réglementaire, notamment lié aux émissions de gaz à effet de serre, une destruction de l'accès aux informations liées aux causes et aux conséquences du changement climatique, hein, à grande échelle, des attaques inédites sur la science dans mon domaine. Et en même temps, ce projet 2025 constate la glace de mer arctique recule et donc le Groenland est en fait un enjeu stratégique pour les États-Unis. Vous voyez quand même le cynisme sous-jacent. Mais je n'ai jamais lu quelque chose qui disait on a intérêt à accélérer le réchauffement de l'Arctique. Et par contre, ce qui ressort vraiment très clairement, c'est des enjeux majeurs, notamment par rapport au risque de montée du niveau de la mer qui concerne en fait beaucoup d'autres régions. Donc c'est à ce titre-là, je pense qu'il y a eu ces idées de géo-ingénierie polaire. C'est presque une forme d'instrumentalisation des risques, des vulnérabilités, du coût des efforts d'adaptation, des enjeux à les porter aussi pour les communautés les plus vulnérables, qui peuvent conduire certains, ancrés dans différentes visions d'altruisme, hein, à proposer ce type de projet. Et la réalité, c'est que quand on les regarde, à chaque fois, ce qui ressort sur les approches de géo-ingénierie polaire, ce sont des risques majeurs et des questions très difficiles de gouvernance. Alors, je peux peut-être le développer sur quelques exemples. Oui. Ouais, alors faisons ça, après je déroulerai la suite, je vous en prie. Alors si on prend l'idée par exemple de faire des rideaux autour de l'Antarctique pour empêcher l'océan austral qui se réchauffe, hein, comme partout, qui capte de la chaleur, d'aller en fait faire fondre les parties flottantes qui tiennent les glaces de l'intérieur du continent antarctique. Alors, on observe déjà que c'est une cause d'amincissement de ces parties flottantes et que dans certains secteurs, on a une accélération de leur glissement. On sait qu'on a des zones qui peuvent être associées à des points de bascule qui font que si le socle de la calotte est déstabilisé, ça peut glisser et donc contribuer à rajouter, pour différents secteurs, assez rapidement, hein, en l'échelle de dizaines à centaines d'années, plusieurs dizaines de centimètres, voire davantage, de montée du niveau de la mer. Alors là, par exemple, les coûts qui sont dans la littérature sur ces rideaux près de l'Antarctique, ils sont très largement sous-évalués parce que nous, on connaît le coût des missions polaires.
On sait ce que ça coûte réellement, la logistique, le déploiement. Donc d'abord, c'est complètement sous-estimé. Ensuite, la deuxième chose, c'est quand même la mer la plus dangereuse du monde, avec des tempêtes de très forte intensité. Donc il y a des enjeux à arriver à avoir un ancrage suffisant. Et aujourd'hui, le dimensionnement d'ingénierie n'est vraiment pas à cette hauteur-là. On a eu des retours d'expérience de destruction d'infrastructures, y compris françaises, du côté de la côte antarctique. Et puis la dernière chose, c'est si on les déployait, en fait, ça altérerait complètement le fond de l'océan, ça couperait les déplacements d'espèces, et très certainement les eaux chaudes, en fait, eh bien, elles longeraient cet endroit, elles iraient un cran plus loin et elles attaqueraient en fait de manière plus concentrée le secteur suivant de l'Antarctique. Donc en fait, en termes de réduction de risque, l'effet est potentiellement extrêmement faible. Alors justement, sur les eaux, on parle beaucoup du problème de la circulation océanique et du rôle des océans dans le réchauffement. Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui? Est-ce qu'on comprend mieux la mécanique, notamment de la MOC, la fameuse circulation atlantique? Oui, alors ça, c'est un autre sujet. Donc dans un climat qui se réchauffe, qu'est-ce qui se passe? On a l'océan qui accumule 90% de l'excès de chaleur, donc qui se propage de la surface à la profondeur. Quand on a des eaux de mer plus chaudes, ce sont des eaux de mer qui sont plus légères, moins denses, qui ont plus de mal à se mélanger. Et le fonctionnement de l'océan, notamment atlantique actuel, c'est vraiment un fonctionnement avec un grand tapis roulant. Donc le Gulf Stream qui est un tourbillon de surface près de l'équateur. Et puis ensuite, un courant qui va vers nos côtes. L'océan fournit à la chaleur, à l'atmosphère sa chaleur, se refroidit, donc l'eau de mer devient plus dense. Quand on a également la formation de banquises de glace de mer, ça relâche vers l'océan du sel, donc ça augmente aussi la densité de l'eau de mer qui plonge. Et ensuite, on a un grand tapis roulant comme ça qui reboucle et qui distribue la chaleur en fait entre les deux hémisphères et de l'équateur vers les pôles. Dans le passé, on sait que cette circulation océanique a subi des réorganisations majeures, notamment pendant les périodes glaciaires. On le sait grâce à l'étude des climats passés. Et en climat futur, c'est associé à une incertitude assez grande. Ce que l'on sait, c'est que dans tous les modèles de climat, qui représentent en 3 dimensions l'océan, l'atmosphère et leurs interactions, cette circulation a tendance à se ralentir dans un climat plus chaud. Mais on ne sait pas évaluer la confiance qu'on peut accorder au modèle de climat sur la capacité à simuler ce type de changement abrupt, comme on a eu dans le passé. Et on sait que c'est très sensible également à des apports d'eau, l'eau de fonte par exemple de calotte, ou l'eau de fonte, ou l'intensification du cycle de l'eau, l'apport d'eau par les fleuves arctiques. Donc pour l'instant, c'est associé à une incertitude que moi j'appelle profonde. Et dans les observations, eh bien, on a un réseau de mesures vraiment précis des flux dans l'océan Atlantique Nord, seulement depuis une vingtaine d'années. On observe des fluctuations, mais pas de tendance sur ces 20 ans. Et il y a d'autres jeux de données un peu indirects qui montrent des résultats contradictoires. Donc on est dans une incertitude très grande. Et alors ça me paraît complètement démesuré, mais après tout, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Il y a des projets de géo-ingénierie sur cette circulation océanique? Alors pour l'instant, je ne l'ai pas vu. Et justement, c'est une question qu'on nous a posée quand on a communiqué les résultats de nos travaux, qui sur les 5 approches que je décrivais montraient en fait les limites. Des vraies difficultés de déploiement dans la durée, c'est-à-dire en fait, même si on veut le faire, on ne pourra pas le faire avant une vingtaine ou une trentaine d'années, donc ça limite quand même concrètement le potentiel. Et puis des effets majeurs indésirables, locaux et à distance. Et puis des questions profondes de gouvernance, en fait, d'encadrement. Et donc, nous, nos conclusions étaient globalement très négatives par rapport à ces 5 options que j'ai décrites. Et on nous a demandé, mais s'il y a d'autres options qui émergent, avez-vous une idée préconçue de ce que serait l'évaluation? Nous, on a répondu non. C'est vraiment important d'arriver à identifier, en fait, aujourd'hui, dans un cadre factuel, le potentiel, les limites, la faisabilité, les risques, pour éclairer, finalement, d'éventuelles préconisations. En ce qui concerne la circulation de l'océan profonde, l'évolution de la densité des masses d'eau, j'ai du mal à voir, en fait, quel type d'intervention pourrait permettre de s'en prémunir. Et aujourd'hui, on l'étudie, ce type de choses, comme on étudie en fait des scénarios d'éventualité à haut risque. C'est-à-dire on sait provoquer l'arrêt de cette circulation artificiellement dans un modèle de climat. Et du coup, on a des résultats assez robustes sur ce qu'en seraient les conséquences. Alors, vous avez peut-être tous vu un film catastrophe qui s'appelle Le jour d'après. Vous pouvez l'oublier,
La plupart des éléments de ce film ne reflètent pas du tout nos connaissances. Ça veut dire dans un climat qui se réchaufferait, une certaine zone, disons dans l'Atlantique du Nord, se réchaufferait moins vite. Ça décalerait le rail des tempêtes avec un assèchement de l'Europe. Ça ferait une accumulation plus forte de chaleur près des côtes américaines, la Floride et le reste, avec une montée plus rapide du niveau des mers là-bas. Et puis ça déplacerait les bandes de pluie dans les régions de mousson avec des effets majeurs sur la production alimentaire notamment. Amérique du Sud et Afrique en particulier. Voilà. Donc nous, c'est comme ça qu'on aborde ce type d'enjeu. Et ce type d'éventualité, c'est vrai que ça fait partie des choses à très haut risque au sens où... comment dire, les efforts d'adaptation qui seraient apportés pour des événements relativement rapides, en quelques dizaines d'années, voire moins, mettraient en péril beaucoup d'aspects de la stabilité de nos sociétés, c'est clair. Alors, en préparant cet entretien, on avait évoqué aussi le cas de la capture directe dans l'air. Oui. Donc, je pense notamment à une entreprise suisse qui s'appelle Climeworks, qui a installé des grands capteurs de carbone en Islande notamment. Ils essayent soit de l'enfouir ensuite, soit de le transporter par bateau pour faire du dioxyde de carbone utilisé dans l'industrie, que ce soit pour des boissons gazeuses ou pour d'autres choses. Aujourd'hui, ils émettent plus de CO2 que ce qu'ils enlèvent de l'atmosphère. Est-ce que malgré tout, il y a des espoirs de ce côté-là? Eux-mêmes disent que ça ne sera pas pour résoudre le problème du changement climatique, mais que ça sera pour résoudre le problème des émissions résiduelles. Oui, alors en fait, ça fait partie de réflexions qu'on peut appeler de la géo-ingénierie, d'une manière ou d'une autre, qui cette fois-ci portent sur l'état du climat au niveau planétaire. Et en fait, on distingue deux choses très différentes. Une première chose qui serait de perturber les échanges de rayonnement entre la Terre et l'espace à grande échelle, ce qu'on peut appeler la géo-ingénierie solaire. Et la deuxième chose, c'est enlever le CO2 de l'atmosphère et le stocker à long terme. Parce que c'est les deux choses qui vont jouer sur l'équilibre du bilan d'énergie entre la Terre et l'espace. Et l'Académie des sciences a publié un rapport en octobre dernier sur ces deux aspects-là. Sur le premier volet solaire, en considérant que c'est une forme de leurre qui pose de multiples questions par rapport aux incertitudes, aux effets indésirables et aux enjeux de gouvernance, en gros à qui vous donnez les clés du climat planétaire. Notamment si vous avez deux pays ou deux entreprises privées qui disposent de technologies spatiales, de technologies de flotte d'avions pour injecter des particules à grande échelle et qui ne se coordonnent pas, c'est aussi un nouveau risque de conflictualité. Donc ça, on va mettre à part. Et le deuxième volet, c'est finalement dans les trajectoires de décarbonation, quelle place pour ce qui permet d'éliminer et stocker du carbone. Et donc la première chose, c'est décarboner en fait. Il y a un potentiel, il y a des solutions qui existent dans tous les secteurs d'activité. Et c'est plutôt en fait pour atteindre vraiment des émissions à zéro net. Pour le CO2, c'est la condition clé pour arriver à stabiliser le réchauffement. Quel est le potentiel en fait d'approche d'élimination de carbone et de stockage à long terme? Et donc là, il y a des approches en fait de captage direct dans l'air. Donc il y a des prototypes. Mais la difficulté, c'est qu'ils sont assez énergivores, en fait. Vous avez besoin d'aller concentrer finalement du CO2 qui est présent en très faible quantité dans l'atmosphère. Et puis après, il y a le coût de l'enfouissement, le stockage à long terme qui peut prendre différentes formes. Donc actuellement, ça n'est pas économiquement viable en tant que tel. Donc ça a fait l'objet de crédits carbone, en fait, qui ont été commercialisés. C'était le cas de cette entreprise. Mais on voit bien la difficulté parce qu'on a des démonstrateurs à petite échelle, à une échelle beaucoup plus faible que ce qui pourrait être envisagé par rapport à des secteurs très difficiles à décarboner. C'est vraiment ça l'enjeu. Et puis il y a d'autres approches qui ont été également envisagées et qu'on a passées en revue dans ce rapport de l'Académie des sciences. Alors, je vais donner la parole à la salle dans quelques minutes, mais je voulais aussi vous poser des questions un petit peu plus personnelles sur votre sentiment aujourd'hui. Est-ce que vous êtes optimiste? Vu ce que vous avez vécu dans les négociations climatiques, dans la construction des rapports, les échanges avec les decision makers, comme on dit en anglais, les dirigeants politiques notamment, est-ce que vous êtes optimiste et comment les choses pourraient évoluer en mieux? Alors, juste pour terminer sur cet aspect de géo-ingénierie, moi ce que j'espère, c'est que vraiment le travail qu'on a fait, les évaluations approfondies, elles permettent de renforcer l'esprit critique des investisseurs ou de ceux qui en fait pensent qu'on peut déployer une approche d'ingénieur pour répondre à des défis complexes. On voit vraiment qu'on rentre dans des choses qui peuvent être extrêmement risquées et qui posent la question de ce sur quoi on veut mettre ses efforts. Et on sait ce qui peut fonctionner pour les régions polaires, je reviens là-dessus, c'est décarboner massivement.
pour limiter l'ampleur du réchauffement. C'est des aires marines protégées, c'est des aires protégées pour les écosystèmes spécifiques pour les régions polaires. Difficile, on a des tensions géopolitiques croissantes sur tous ces aspects-là, mais c'est vraiment ce qui fonctionne, en fait. Je le rappelle, extrêmement important. C'est d'abord le bon sens. Voilà. Et du coup, être très méfiant par rapport à toute forme de leurre, de diversion, finalement, qui peuvent donner l'illusion de contrer les risques climatiques tout en n'ayant pas un potentiel de réalisation sur le terrain. Après, en ce qui concerne les efforts de décarbonation, ce qu'on peut voir si on prend l'accord de Paris sur le climat en 10 ans, dans les pays industrialisés, leurs émissions baissaient faiblement avant, elles ont baissé plus fort depuis. Dans les grands pays émergents, leurs émissions de gaz à effet de serre montaient fortement avant, elles montent moins vite, elles ne montent plus en Chine, ce qui est vraiment intéressant. On voit aussi qu'on est on est rentré dans le dur, c'est-à-dire on voit que c'est compliqué de porter une décarbonation sur tous les secteurs dans la durée. On voit qu'on a des backlash, on voit qu'on a des tensions, des difficultés à articuler transition écologique ou énergétique et compétitivité. Donc là, c'est vraiment un enjeu majeur d'arriver à l'articuler. Je pense qu'on voit aussi en Europe, nous, en Europe, à quel point notre dépendance aux énergies fossiles est un enjeu majeur par rapport à notre souveraineté, par rapport à notre autonomie. Donc, moi, j'appelle ça tomber de Caraïbes dans Scylla, entre la dépendance au pétrole et au gaz russe, avec la guerre aux frontières de l'Europe, et maintenant la dépendance au pétrole et au gaz naturel liquéfié importé des États-Unis, avec la position de l'administration Trump, qui est très hostile en fait, et qui s'éloigne des standards démocratiques et qui provoque en permanence des tensions commerciales ou géopolitiques. Donc ça pose des vraies questions, ça pose des questions majeures de qui sont nos alliés, qui respectent à la fois les droits humains, l'état de droit, le multilatéralisme et l'attachement aux faits scientifiques pour éclairer des politiques publiques. C'est le cas dans beaucoup de pays du monde, mais c'est important de bien considérer qui porte en fait ces aspects de manière conjointe. Oui, et donc je pense qu'on est vraiment à un moment charnière. On est à un moment charnière. Et c'est important de bien réfléchir aux enjeux et aux priorités de ce qui va être porté maintenant. Et par ailleurs, ce que je vois aussi monter en puissance, c'est l'appropriation des connaissances par rapport au changement climatique, par rapport aux leviers d'action, à l'échelle de territoire, à l'échelle de ville, par un ensemble d'élus pragmatiques qui réfléchissent à s'appuyer sur les connaissances scientifiques pour agir, pour renforcer les efforts d'adaptation. On voit bien qu'on n'est pas prêt aujourd'hui à tous les aléas climatiques qu'on peut avoir. Donc ce sont des enjeux majeurs. Et puis à construire une économie décarbonée avec vraiment des réflexions pour l'innovation, l'efficacité, la sobriété, les solutions fondées sur la nature, comment on peut l'articuler, le déployer, le construire sur un territoire. Et je le vois aussi avec les étudiants, donc on est ici sur un campus universitaire, je le vois aussi avec beaucoup d'étudiants qui en fait réfléchissent à orienter leur parcours professionnel pour faire avancer les connaissances et pour les déployer de manière tangible. C'est très frappant aussi, ce côté-là. Oui, vous parliez ce midi des centres de données qui ne sont même pas considérés comme des sites industriels particulièrement réglementés, alors qu'ils émettent beaucoup et ils posent de graves questions environnementales. Oui, alors ça, c'est le dernier projet que j'ai déposé hier. Donc en fait, c'est en me rendant compte, par exemple, qu'il y a des angles morts dans l'interface de différents enjeux. Donc on est sur une transition numérique, des enjeux de souveraineté numérique, du déploiement à grande échelle de data centers, notamment sur le territoire de l'Île-de-France, de Paris-Saclay. Et puis en même temps, en fait, leurs impacts environnementaux locaux sont mal connus, mal compris, mal intégrés. Par exemple, les émissions de polluants liées aux générateurs de secours, les flux de chaleur vers l'atmosphère, puis l'exposition à la chaleur quand on a des canicules, quand on vit à côté, ou bien leur effet sur les continuités écologiques, les trames vertes. Et donc, il y a vraiment un besoin de connaissances qui est remonté d'acteurs publics, de collectivités locales. Et en même temps, nous, on est capable de faire avancer les connaissances en mobilisant les recherches en sciences du climat et de l'environnement, des outils existants, mais en les appliquant à ce nouveau type d'objet. Et en fait, ce projet, il est né de ça, c'est-à-dire identifier finalement de nouvelles questions qui se posent, avec, vous pouvez le noter d'ailleurs toujours, des investissements massifs, un déploiement à très grande échelle, avant de savoir finalement quelles peuvent être les implications et comment le déployer au mieux. Et on le retrouve dans plein d'autres thématiques. Vous me parliez aussi d'un moment orwellien, de la guerre de Trump contre la science. On sait qu'il y a une partie des archives qui sont conservées aux États-Unis, des données et des carottes de glace. Est-ce qu'on risque de perdre tout ça, ou est-ce que les scientifiques du monde entier s'organisent un peu pour essayer de récupérer les données américaines, de les sécuriser ?
Alors la science, elle est universelle. C'est un point important. En sciences du climat, les États-Unis ils contribuaient pour environ un quart à peu près de l'effort mondial de recherche, ne serait-ce qu'en regardant le nombre de publications provenant des États-Unis sur ces sujets-là, avec notamment des publications vraiment au meilleur niveau mondial sur, par exemple, les enjeux climat-santé, par exemple, qui est la pierre angulaire de la régulation des gaz à effet de serre. Et donc depuis plus d'un an, il y a effectivement des attaques brutales et inédites, donc censure des résultats scientifiques, interdiction aux scientifiques des agences fédérales de communiquer avec leurs collègues étrangers, enfin, par exemple avec moi, ou de répondre aux questions des médias, coupes budgétaires, licenciements brutaux. Donc sur les bases de données, c'est un vrai sujet. Et par exemple, une des cibles actuellement de l'administration américaine, c'est le Centre national de recherche sur l'atmosphère, qui est dans le Colorado à Boulder, qui est pour moi un phare de la production de connaissances sur l'atmosphère, la météorologie et le climat, avec un centre de calcul, de la métrologie, du savoir-faire pour la mesure, pour organiser des campagnes, et puis de modélisation, vraiment faire avancer les performances, la fiabilité des outils de modélisation de l'échelle globale à l'échelle régionale. Et là, le but en fait actuel est de démanteler ce centre qui fait référence au niveau mondial. Bon, c'est pas en accueillant quelques scientifiques ici, c'est bien de le faire, de leur donner une forme d'asile et le retour à la liberté académique, ni en stockant les données, qu'on pourra résoudre finalement le recul d'un acteur majeur de la production de connaissances. Alors les effets, on ne les voit pas tout de suite, mais si vous baissez les moyens pour la maintenance en fait, des réseaux d'observation, en fait, graduellement, vous allez perdre en qualité d'observation, en densité des observations, et vous allez dégrader même la surveillance du climat de la Terre. Et c'est ce qu'on redoute. Je vous propose qu'on prenne quelques questions de la salle, s'il y en a. Alors, j'ai la lumière un peu trop dans les yeux, je ne vois pas les mains levées s'il y en a, mais n'hésitez pas. Bonjour, merci. Je ne sais pas si c'est vraiment votre sujet, mais par exemple, je pense à la géothermie en Islande, qui est une zone arctique, s'il en est. On va chercher la chaleur dans le sol et donc il n'y a pas de production carbonée, enfin je ne crois pas, mais on va ramener directement la chaleur dans l'atmosphère, entre guillemets. Est-ce que ça ne produit pas en soi-même le réchauffement climatique ? Alors en fait, c'est ce qu'on appelle le flux de chaleur anthropique. Donc que vous brûliez des énergies fossiles dans des moteurs, que vous aménagiez la surface des villes avec des matériaux qui absorbent la chaleur, imperméables, des sources de chaleur, ou que vous alliez chercher de la chaleur en sous-sol et que vous la remettiez en surface, tout ça en fait fait partie du flux de chaleur anthropique qu'on quantifie et qui en fait par rapport à l'effet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère est 2 ordres de grandeur 100 fois plus petit. Donc localement ça va jouer. Ça va jouer sur ce qu'on appelle notamment les effets d'îlots de chaleur urbains, qu'on voit très bien à Paris. La nuit, au petit matin, il peut faire 10 degrés d'écart entre la grande banlieue et le centre de Paris. C'est l'effet d'îlots de chaleur urbain. Donc ces sources de chaleur liées aux activités humaines, elles le renforcent, mais ce n'est pas ça qui explique le réchauffement à l'échelle planétaire. Et la géothermie peut faire partie des leviers d'action en permettant d'accéder à de la chaleur décarbonée par rapport à la combustion de gaz, par exemple. Merci. A-t-on quelque part dans le monde estimé la probabilité que le Gulf Stream arrête de réchauffer l'Europe et à quelle échéance ? Alors le Gulf Stream, c'est un tourbillon qui est lié à la rotation de la Terre. Donc lui, il va rester en fait. Ce qui compte vraiment, c'est ce qu'on appelle la circulation, le tapis roulant océanique de l'océan Atlantique dont je parlais tout à l'heure. Et donc ce que j'expliquais, c'est qu'en fait sur ce grand tapis roulant océanique, on s'attend à ce qu'il ralentisse. On ne peut pas exclure qu'il s'interrompt, donc un arrêt brutal de la circulation profonde de l'océan. On peut anticiper s'il s'interrompt, quelles seraient les conséquences, mais on ne peut pas vous donner une probabilité parce qu'aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de connaissances pour l'évaluer. Et c'est aussi le cas pour d'autres éventualités à haut risque, comme ce que je mentionnais tout à l'heure, l'instabilité de certains secteurs de l'Antarctique, ou bien, par exemple, la bascule de la forêt amazonienne en savane, qui peut être aussi un point de bascule. Ce que l'on sait, c'est que plus le climat se réchauffe vite,
plus ce type d'éventualité est possible. Et on le sait notamment par rapport à des retours d'expérience de climat passé qui en donnent une connaissance un peu empirique, mais dans des contextes différents. Et c'est pour ça qu'en fait, en termes de principe de précaution, et pour un ensemble de raisons, on a vraiment tout intérêt à limiter le réchauffement au niveau le plus bas possible. Et il y a un ensemble de risques qui augmentent quand on atteint une plage de réchauffement planétaire entre 1,5 et 2 degrés. C'est vraiment les objectifs de l'accord de Paris, hein, limiter le réchauffement largement sous 2 degrés et renforcer les efforts pour limiter à 1,5 degré. Et les connaissances scientifiques sur les risques, pas seulement ces éventualités-là, mais tout le reste, hein, la chaleur, le fait de renforcer les sécheresses ou les pluies extrêmes, la montée graduelle du niveau de la mer, toutes nos évaluations de risques ont été renforcées par rapport à ce qu'on connaissait il y a 10 ans. Et donc, de nombreux points de vue, et y compris pour la biodiversité, on a vraiment tout intérêt à limiter le réchauffement à un niveau bas. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que les efforts, en fait, un collectif de décarbonation font l'objet de tensions croissantes. Si on ne fait que extrapoler les efforts qui ont déjà été mis en place, les politiques publiques déjà mises en place, on irait vers 3 degrés de réchauffement en fin de siècle. Si les engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris en Europe et partout ailleurs étaient tenus, ce serait entre 2,3 et 2,5 degrés. Et si on arrivait à tenir les objectifs de neutralité carbone qui ont été formulés, vous savez, 2050 en Europe, 2060 en Chine, 2070 en Inde, par exemple, on pourrait limiter le réchauffement sous 2 degrés. C'est pour ça que ce qui se passe maintenant ou pas, ça va vraiment jouer un effet très important sur la plage de réchauffement des prochaines décennies, et notamment au-delà de 2050, et un ensemble de risques majeurs. Bonjour. Est-ce qu'il y a vraiment aucune solution de géo-ingénierie qui est grâce à vos yeux? Je veux dire par là, est-ce que, vous l'avez évoqué hein, tout à l'instant, on va vers une trajectoire qui n'est pas forcément très positive et finalement, est-ce qu'on aura le choix de ne pas mettre en œuvre ou de ne pas rechercher en fait ce type de solution? Alors ce que le rapport de l'Académie des sciences conclut à partir de scientifiques de disciplines différentes, c'est qu'il y a des choses sans regret. Ce qui est sans regret, c'est ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature, préserver les forêts, leur capacité à stocker du carbone, les écosystèmes littoraux, leur capacité à stocker du carbone, c'est fondamental, mais le potentiel est limité. Après, il y a en fait un besoin de connaissance. Par exemple, est-ce qu'on peut renforcer les mécanismes d'altération des roches qui, en fait, éliminent très lentement du CO2 de l'atmosphère? On a besoin de travaux, de recherche, amont, d'expérimentation. Pour l'instant, on ne sait pas chiffrer le potentiel, les effets indésirables et le reste. Côté océan, il y a un potentiel qui avait été suggéré, par exemple, sur cultiver des macro-algues, une sorte d'afforestation marine. Ça, on voit qu'il peut y avoir des effets indésirables. Le potentiel est probablement très contraint. Donc, on l'a écarté. Et il reste en fait un angle qui est celui de ce qu'on appelle l'alcalinisation de l'océan, c'est-à-dire comment on déplace l'équilibre physique-chimique de l'océan pour augmenter en fait sa capacité à contenir des ions carbonates qui stockent du CO2 dissous. Ça peut être intéressant. Et donc, il y a différentes approches qui sont envisagées, des approches, en fait, on va dire, qui mobilisent des approches d'électrolyse de l'eau, très énergivores. Donc là, vraiment, c'est des enjeux de capacité énergétique ou industrielle, difficiles, en fait. Hein. Et l'autre volet, c'est introduire des substances comme de l'olivine, qui sont des minéraux qui sont présents assez facilement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des travaux récents de l'Ifremer qui ont montré qu'en fait, certaines de ces substances, en réalité, peuvent être toxiques, par exemple pour les huîtres. Donc, les connaissances avancent, il y a un potentiel, on commence à caractériser certains risques. Et là, il y a un vrai sujet sur cet aspect-là, parce qu'actuellement, vous avez des entreprises qui commencent à commercialiser des crédits carbone d'alcalinisation de l'océan, alors qu'on n'est pas capable de faire un suivi de ce que ça permet réellement de stocker, sachant que ça peut être stocké puis relâché, en fait, hein, avec la circulation océanique et ses échanges avec l'atmosphère. Donc là, nous, notre position de l'Académie des sciences collective, hein, ce n'est pas mon avis, c'est de se dire on a le besoin de faire une pause sur le déploiement et de produire des connaissances, y compris avec des études de terrain, pour éclairer le potentiel, les limites et les effets indésirables. Et enfin, on a besoin d'un cadre méthodologique, et c'est pour ça que le GIEC travaille actuellement sur un rapport méthodologique pour les inventaires d'émissions
associés à ce type d'approche, de sorte à s'accorder sur la manière de le suivre et de le mesurer. Voilà. Donc je ne dis pas que ça trouve grâce à mes yeux, ce n'est pas le mot, mais en tout cas, c'est quelque chose pour lequel on a besoin de continuer à étayer par des données factuelles le potentiel. Je précise aussi que les crédits carbone, on en a beaucoup vendu sur la conservation de forêt et d'autres aspects. Le retour d'expérience, hein, vous le savez, on vous propose pour des produits à très fort impact carbone, souvent des approches de crédit carbone, hein, planter des arbres et tout le reste. La réalité aujourd'hui de l'évaluation de ces crédits carbone, c'est qu'il n'y en a qu'une toute petite partie qui est vraiment efficace et intègre, et une grosse partie est largement surévaluée, donc l'effet en fait au mieux est dérisoire, quoi. Et ça, ce retour d'expérience-là, il est important par rapport à toucher à d'autres secteurs. On a un peu touché les limites de ce qu'on peut faire côté continent. Donc là, il y a cette illusion qui se déploie côté océan. Et c'est justement avec ce retour d'expérience qu'il faut le regarder avec prudence. Une dernière question. Bien que le passage des cargos chinois par l'océan Arctique est négatif pour l'environnement de l'Arctique, mais ces bateaux ne vont plus passer par l'océan Indien, ils ne vont plus passer par le canal de Suez et la Méditerranée, ils ne vont plus passer par le sud de l'Atlantique, donc ça va être bénéfique pour ces zones-là. Et d'un point de vue temps de parcours, c'est moitié moins de temps. Donc tout le monde dit « Ah oui, on économise de l'argent, mais on économise surtout du fuel et donc de la pollution et du carbone généré par ces bateaux. » Donc, d'un point de vue global, au niveau de la Terre, est-ce que c'est pas mieux que les bateaux passent par l'Arctique et consomment moins de fuel que par les routes actuelles? Alors, il y a actuellement des discussions d'ailleurs sur la décarbonation du secteur maritime dans le cadre international, avec une coalition de pays pétroliers et gaziers rejoints par les États-Unis qui bloquent tout, comme pour d'autres cadres de négociations internationales. Et en fait, on a un enjeu à décarboner le transport maritime de manière importante, indépendamment de ces considérations-là. Ensuite, sur ce type d'approche, en fait, on ne peut pas le prendre de manière réductrice sur simplement déplacer une trajectoire de transport, mettons Chine-Europe, du rail actuel par un rail arctique. Il y a effectivement des enjeux de sécurité, il y a des enjeux sur des écosystèmes particulièrement fragiles aujourd'hui en Arctique qui étaient plutôt préservés, avec des risques de perte irréversibles en fait. L'environnement arctique, il est fragile, et donc si on a par exemple des phénomènes de type marée noire ou autre, la capacité de, entre guillemets, récupération est beaucoup plus faible qu'à d'autres latitudes où on a davantage de bactéries qui peuvent par exemple consommer le pétrole. Donc on a tous ces aspects environnementaux à prendre en compte. Et puis après, on peut aussi se poser la question de est-ce que c'est bien d'être encore plus exposé à du transport moins cher de produits chinois de qualité variable. Oui, et c'est pour ça qu'on a besoin de l'intégrer dans une réflexion d'ensemble. Je parlais du bilan carbone uniquement. Viable, voilà. Alors, je voulais juste signaler, donc vous avez écrit de nombreux livres, je voulais juste en signaler deux. Il y a certains qui sont disponibles à la librairie du sommet. Donc Face au changement climatique en 2024 et le Groenland, climat, écologie et société en 2016. Merci beaucoup à tous les deux pour cette table ronde et cet éclairage.